Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints sur ce webinaire 360 Medix. Le format webinar est très à la mode en ce moment, comme vous avez pu le remarquer, et nous en avons profité chez 360 pour en réaliser plusieurs pendant cette période et nous adapter. C'est d'ailleurs aussi pendant cette crise du Covid-19 que nous avons réalisé, donc en partenariat avec Tous pour la santé, une grande enquête nationale auprès de 3654 soignants. Nous voulions savoir quel était l'impact du Covid-19 sur leur pratique, leur mode de travail, les soins ou encore leur vie personnelle. Et vous allez donc découvrir des informations et beaucoup de chiffres clés qui pourront vous aider à mieux comprendre l'état d'esprit dans lequel se trouvent aujourd'hui les professionnels de santé. Ce sont donc les résultats de cette grande enquête que va vous présenter aujourd'hui Grégoire Pigné, qui est oncologue, radiothérapeute et CEO de 360 Medix. Avant de laisser la parole à Grégoire, je vous encourage tout au long de la présentation à poser vos questions dans le chat juste en bas où vous avez la petite icône converser. On répondra à vos questions au fur et à mesure à la fin de certaines thématiques. Voilà, Grégoire, je te laisse maintenant la parole pour nous présenter ces résultats. Bonjour à tous, merci David pour ton introduction. Bonjour à tous, l'épidémie de Covid, la pandémie de Covid vous a tous touchés et les soignants aussi. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de l'étude que nous avons réalisée. Alors, je vous partage mon écran. Hop là. Est-ce que vous voyez tous bien mon écran? C'est bon. Oui. Oui, hop. Donc, ce qu'on a cherché à savoir, en fait, c'est quel était l'impact de cette épidémie sur les soignants et du coup, on a regardé d'un côté des questions sur la pratique quotidienne, d'autre côté sur le mode de travail, comment ils se sont adaptés. Ensuite, la relation aux patients, quel impact ça a eu, ça a eu de cette épidémie et enfin, leur vie personnelle. Donc, on va reprendre ces points un par un et puis après chaque période, on reprendra les questions que vous aurez mis dans le chat pour tenter d'y répondre si c'est possible. Donc, juste pour que vous ayez une idée de la méthodologie et de l'ampleur en fait, des réponses qu'on vous apporte, c'est une étude qui a été faite début mai. Il y a eu plus de 3600 participants avec toute la communauté de soignants qui a été représentée, en particulier 21% de médecins et 50% d'infirmiers qui sont la plus grosse proportion des soignants en France. Sur les modes d'exercice, on avait aussi bien des soignants qui travaillent à l'hôpital public ou dans les structures publiques que dans des structures privées. On est à 42% à l'hôpital public et dans les cliniques ou en libéral, ça fait 48%. Sur la répartition territoriale, de l'ensemble de la France est représentée dans le cadre de cette étude et évidemment, les 5 régions les plus touchées par l'épidémie sont aussi bien représentées, en particulier l'Île-de-France et Rhône-Alpes qui sont les 2 premiers répondants en volume. Maintenant qu'on a regardé la méthodologie ou des choses importantes de l'étude, voyons les résultats. La première question qui s'est posée, c'est comment l'activité professionnelle des soignants a été impactée par cette épidémie de Covid-19. Hop là, ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que la majorité en fait, des soignants ont poursuivi leur activité, heu, en dehors, des dentistes et des kinés, hein, mais que ce soit les médecins, infirmiers, pharmaciens ou sages-femmes, la majorité ont continué à avoir, une activité que ce soit clinique, que ce soit à l'hôpital, ou en libéral. Par contre, cette activité, elle n'a pas été, comme d'habitude. Les soignants ont aussi été touchés. On se serait attendu à ce que,
à ce que l'activité augmente. Mais là, c'est un focus sur les libéraux. On fera le focus sur les hospitaliers ensuite. Mais si vous regardez chez les libéraux et les médecins en particulier, on est à près de 78 en fait, des médecins qui ont eu une diminution d'activité significative, c'est-à-dire supérieure à 30 donc il y a eu vraiment et si on prend même l'activité, diminuée de modérée, on est à plus de 90. Donc les recommandations qu'on a eues, nous médecins dans nos établissements, c'était, et en particulier chez les libéraux, ça a été de diminuer l'activité au maximum pour limiter, bah, juste aux patients, qui avaient absolument besoin de soins urgents et bah, ça a été très, très bien respecté avec, une diminution d'activité extrêmement importante chez les libéraux. Ce qui, a évidemment impacté aussi leur rémunération, hein, parce que quand on est, libéral et qu'on ne travaille pas, ben, on n'a pas de revenus, c'est la règle et chose, à noter aussi, parce que vous savez que, dans le particulier du côté des réanimations, les réanimations publiques et privées, donc les libéraux et les hôpitaux ont travaillé, de concert. Alors il y a des régions dans lesquelles ça marchait pas très bien, comme dans le Grand Est, mais il y a aussi des régions dans lesquelles ça marchait très bien, comme en Rhône-Alpes, là où nous sommes aujourd'hui, à Lyon. Et malgré tout, il y a un service de réanimation d'une clinique privée qui en fait a multiplié par 3 sa capacité de soins, son nombre de lits en réanimation. Ils ont arrêté toute leur activité d'anesthésie. Donc ils ont fait un énorme effort pendant cette épidémie de Covid. Donc ils ont bossé beaucoup plus, mais par contre niveau revenu, bah, ça a été aussi, une perte énorme parce qu'ils n'ont pas reçu de revenus supplémentaires, pour, suppléer, aux revenus habituels et pourtant ils ont pris en charge, un nombre de patients important. Du côté hospitalier, là, c'est, on va dire, j'allais dire complètement l'inverse, mais c'est à peu près l'inverse. On a un système de santé français qui est hospitalo-centré. En tout cas, il est censé avoir 2 jambes, une libérale et une publique. Il reste toutefois principalement hospitalo-centré et heu et les centres hospitaliers, universitaires en particulier, et les centres hospitaliers sur tout le territoire, ont été en fait les premiers acteurs de la prise en charge, du Covid, en France, des patients qui avaient le Covid et ça se traduit par une augmentation en fait de l'activité, dans ces établissements. Hem, Si on regarde, hein, il y a quand même plus de soit près de 60 en fait, des soignants, dans les établissements publics, qui ont eu une activité augmentée, sans pour autant d'augmentation de la rémunération. Ça, c'est la règle de l'hôpital public. Pour vous donner un exemple concret, dans mon exercice, moi, je suis dans un établissement, public, et bah, nous, tous, nos internes, une partie de médecins sont allés en fait dans les services Covid. On a ouvert des unités Covid dédiées. On a réorganisé des systèmes de garde. On a mis un système de garde Covid, d'autant plus que, beh, il y avait des services dans lesquels, il fallait absolument pas qu'on ait des patients Covid. En oncologie, par exemple, on avait les premières données, qui faisaient état d'une augmentation de la mortalité chez les patients, cancéreux qui avaient du Covid. Donc on a vraiment séparé les soignants qui prenaient en charge des patients Covid, ne prenaient jamais en charge des patients, qui avaient un cancer, ou d'autres maladies, auto-immunes. Et on a même organisé, pour, vous vous rendiez compte, des circuits, avec des ascenseurs qui sont utilisés spécifiquement par les patients, qui ont le Covid. Il y avait finalement presque 2 hôpitaux dans le même hôpital, hein. Vraiment une partie pour la prise en charge du Covid avec son système de garde, ses services dédiés, ses soignants dédiés et de l'autre côté, une partie avec, les soins, courants, ceux qu'on avait, précédemment et qu'on a habituellement. Hem Du coup, voilà, la charge de travail dans ces établissements hospitaliers, on vous le disait, hein, a augmenté, a augmenté, heu et
si on regarde principalement, en fait, là, ce sont les infirmiers et les aides-soignants qui ont une charge de travail augmentée et un petit peu pour les médecins. S Si on regarde les réponses, on n'est pas très surpris de voir que, bah, plus l'épidémie a été importante dans la région, plus en fait, les soignants dans ces établissements hospitaliers, ont noté une augmentation, forte, de leur activité, hein. Donc là, en rouge, c'est juste, l'augmentation très forte, c'est-à-dire plus de 50 d'activité augmentée et on voit bien que cette augmentation, est corrélée à l'intensité, de l'épidémie. Donc pour résumer, cette partie sur l'activité, professionnelle, tous les soignants ont été, touchés par cette épidémie, mais de manière différente. Les hospitaliers ont plutôt augmenté, ont une charge de travail qui était plutôt augmentée, sans impact sur la rémunération. De l'autre côté, les libéraux, eux, ont vu une charge de travail nettement diminuer, et donc des revenus, diminuer. Alors, Grégoire, tu m'entends? Très bien. Oui, on a une petite question dans le chat. Demande sur, j'imagine, c'est sur quelle période a été réalisée l'étude. L'étude, elle était faite, courant mai, fin avril, début mai. Ok, merci. Heu, du coup, ouais, fin avril, début mai et donc il y avait une bonne partie de l'épidémie qui était déjà passée. Hein, les dates exactes, c'est du 23 avril, au 14 mai exactement. Maintenant, je vous propose, de regarder, l'impact en fait sur l'activité, des soignants parce qu'on a vu, sur leur mode d'exercice plutôt, parce qu'on a vu que l'activité a changé, en fonction des missions de chacun. Hem Et on nous a demandé en fait de travailler différemment, parce que, il y avait un risque que nos patients, attrapent le covid, ne serait-ce qu'en venant nous voir dans nos hôpitaux, nos cabinets ou nos cliniques. Vous imaginez bien que dans un cabinet de médecine générale, si vous avez 10 patients dans la salle d'attente et qu'il y en a un qui a le covid, il y avait un très, très fort risque que, les 9 autres patients en attente, l'attrapent. Du coup, ce risque-là, en fait, a été, géré de manière à peu près équivalente dans les hôpitaux et en libéral. Il y a eu un renoncement à tout un tas, d'activités, et d'examens cliniques, hein, plein de consultations, de soins ou d'actes. Tout ce qui a pu être reporté l'a été. Si je prends encore, notre exemple, dans notre service, de radiothérapie, on a repoussé tout ce qui était possible. Tous les patients qui avaient un cancer, qui avaient un autre traitement qui était en cours et qu'on pouvait décaler de 2 3 mois, eh bien, on a laissé l'autre traitement. On a attendu 2 3 mois et courant juin, il y a une partie des patients qui vont débuter leur traitement de radiothérapie. Ça a été fait soit à notre demande, nous médecins, parce qu'on avait la possibilité de le faire, soit parfois c'était même les patients, qui étaient demandeurs parce que, il y avait, vous l'avez tous vécu, dans votre vie, hein, une certaine angoisse sur cette maladie qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, où, on a beaucoup d'hypothèses, avec des gens qui parfois ont des certitudes comme, le professeur Raoult, ou d'autres et hem et finalement, il y avait quand même toujours énormément de questions et d'hypothèses. Donc, on a tous essayé de protéger nos patients au maximum. Ce qui fait que, il y a eu moins de visites, à domicile, moins de consultations physiques. Par contre, se sont développés, les conseils par téléphone, ce qui est accessible très facilement. Il y a 63 des libéraux qui ont fait qui ont fait des conseils par téléphone et 40 des hospitaliers. Ce qui a énormément changé dans nos pratiques, c'est qu'une grosse majorité d'entre nous s'est mis à faire de la téléconsultation, heu, heu,
on a 48% des libéraux qui s'y sont mis, 25% des hospitaliers. Pour moi, la différence, elle est assez claire parce que quand on est en libéral, bah, on est le seul décisionnaire, ou en tout cas avec son équipe médicale, de l'organisation des soins. Donc, mettre en place la téléconsultation, c'est très rapide. Quand vous êtes dans un établissement hospitalier, vous n'êtes pas le décisionnaire et du coup, ben, les process sont nettement plus longs. C'est pour ça que je pense qu'il y a une différence aussi importante. En tout cas, quelles que soient les structures, il y a eu la création d'une filière spécifique Covid. Je vous en parlais en particulier dans les hôpitaux et l'expérience que j'ai eue, avec 61% des soignants qui sont dans les hôpitaux qui ont vu la création de filières spécifiques dédiées aux patients Covid. Euh, on n'a pas vu, comme en Chine, des hôpitaux géants pour la prise en charge du Covid, mais chaque hôpital a créé une filière spécifique, ce qui a nécessité en fait une augmentation de personnel du côté des établissements hospitaliers et une réduction du personnel du côté des libéraux, dont on a vu tout à l'heure que l'activité avait diminué. Euh, et bah, voilà, des médecins et des soignants sont mis à faire de la télémédecine euh, pour plus de 10% des soignants. Donc le résumé, hein, c'est réduction des consultations du côté des libéraux, augmentation de l'activité du côté des hôpitaux et la télémédecine et finalement toutes les solutions digitales qui, alors j'aime pas le terme, ont été les grandes gagnantes, mais en fait qui ont été les solutions adaptées pour la gestion de cette crise où les gestes barrières sont clés pour la régulation de cette épidémie. Euh, et du coup, toutes les solutions digitales qui permettent d'échanger à distance ou de travailler à distance ont été privilégiées, aussi bien dans le milieu médical que vous dans vos métiers respectifs. Le télétravail s'est mis en place. David, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Alors, on a une question qui n'est pas forcément sur cette. On t'entend pas bien, David. Ah, Mets ta main sur le micro. ok. Est-ce que tu m'entends mieux là? Ouais. Ok, très bien. Alors, on a une question, mais qui n'est pas forcément en rapport avec cette partie, mais auquel tu pourras peut-être répondre. Donc, quelqu'un qui nous demande pour les patients sous traitement anticancéreux et qui ont suspendu leur traitement pendant le Covid, quels traitements ont pu être suspendus et est-ce que vous pensez que plus tard, cela va avoir un impact sur l'observance, l'adhésion au traitement ou le succès au traitement? Alors, ce dont je parlais tout à l'heure, si je prends un cas pratique, c'est un patient qui avait un cancer de prostate, qui était sous hormonothérapie et qui devait avoir des rayons. Où l'indication, c'est à visée curative, hein, c'est pour guérir ce type de… C'est des patients on est là pour les guérir. Et en fait, on initie l'hormonothérapie toujours un peu avant la radiothérapie, parce que ça permet d'avoir une prostate plus petite et du coup moins d'effets secondaires de nos traitements. Et habituellement, ces patients-là, on les traite à 2 mois. Et là, on a plutôt retardé à 3-4 mois. On n'a pas beaucoup d'éléments euh, sur le réel impact, mais s'il n'est pas nul, il doit être quasi nul. Euh, et en fait, ces situations-là, ça a toujours été fait au moment où on avait des traitements associés. Euh, sur euh, du coup, il y avait la question, il y avait une double question sur dans quelle situation on a fait ce genre de choses. C'est pas le genre de choses qui a été fait sur des traitements anticancéreux. Par exemple, une patiente qui avait un cancer du sein qui était sous hormonothérapie ou sous chimiothérapie, ces patients-là, on a continué à les traiter, hein. Il n'y a pas eu d'arrêt. euh, il n'y a pas eu d'arrêt. Ce qu'on a fait par contre, c'est qu'on a absolument limité en fait la venue des patients dans nos services de cancérologie aux patients qui nécessitaient absolument un traitement. Dans nos files actives, on a des patients en cours de traitement et des patients qu'on suit d'une certaine manière, on fait le service après-vente après nos traitements. Ces patients-là, en fait, c'est ceux-là qui ne sont pas venus dans nos services. Donc je ne pense pas qu'il y aura un impact sur l'observance du traitement
des patients qu'on n'a pas revus à ce moment-là. Par contre, ça pose bien plus il y a deux autres questions qui se posent là-dessus. C'est quid des nouveaux patients qui avaient des cancers qu'on aurait dû diagnostiquer, parce qu'on a des datas qui montrent qu'il y a moins de cancers qui ont été diagnostiqués pendant cette période Covid, mais on a aussi des données qui montrent qu'il y a moins de patients qui ont eu des AVC pendant cette période Covid. Et en fait, ce n'est pas du tout normal. Alors, du côté des patients qui ont fait des cancers, c'est explicable parce qu'en fait, les cancers sont souvent opérés. Donc, si vous n'avez pas de chirurgie, il n'y a pas on ne diagnostique pas de cancer. Et comme il fallait libérer les réanimations, les chirurgies ont été arrêtées largue à Manu, et voire probablement un peu trop. Donc il y a ce type d'impact-là. Sur les AVC, c'est pareil. Ce n'est pas possible qu'il y ait eu moins d'AVC pendant ces 3 mois. C'est juste impossible. Donc, ça veut dire que les patients avaient tellement peur de consulter qu'ils ne sont pas consultés et qu'on va se retrouver avec des catastrophes. Tout à l'heure, cet après-midi, je discutais avec des rhumatologues et ces rhumatos nous disaient qu'ils commencent déjà à avoir en fait, des catastrophes, des patients qui auraient dû venir avant. Et en fait, quand ils reviennent, là, ils arrivent avec des maladies extrêmement évoluées ou extrêmement avancées. Et là où c'est étonnant parce qu'on se dit qu'il n'y a que 3 mois, en fait, enfin 2-3 mois de retard avec cette épidémie. Mais en fait, ce qu'on a identifié avec ces rhumatologues, c'est qu'il y a une partie de ces patients qui, en fait, avaient le problème il y a déjà 3-4 mois. Et le temps d'avoir les consultations et de trouver le bon interlocuteur médical, ils allaient arriver devant le médecin pendant l'épidémie. Et en fait, ça a reculé encore de 3 mois la prise en charge. Et là, par contre, 6 mois, ça peut, dans certaines pathologies, ça a vraiment des impacts importants sur les prises en charge. Ok, et d'ailleurs, dans la lignée de tout ce que tu viens de dire, on a une question qui est dépistage et chirurgie. Donc, les dépistages et chirurgies ont été retardés quand non vitaux. Est-ce qu'on évalue la perte de chance? Est-ce que tu as pu évaluer cette perte de chance? L'évaluer, c'est extrêmement compliqué. Après, est-ce qu'il y a une perte de chance? Très probablement. Euh, c'est enfin, c'est certain qu'il y aura un impact de cette épidémie sur les patients qui auraient dû avoir leur diagnostic de cancer dans cette période-là. Mais après, être capable d'identifier précisément, limite, pour réussir à faire ça, il faudrait suivre les cohortes de patients à partir d'aujourd'hui et pendant plusieurs années pour voir si leur pronostic est le même que les patients, enfin, que ceux qu'on a habituellement. Euh, on peut se poser la question pour les maladies. Enfin, après, en médecine, il y a tellement de choses différentes. Si on parle de la cancérologie, ce n'est pas la même chose que la cardiologie. Pour la cancérologie, pour des maladies métastatiques, on a des traitements de rattrapage. On a des traitements au long cours. Donc peut-être que l'impact de ces traitements au long cours pourra rattraper la perte de chance. Pour d'autres pathologies plus aiguës ou pour une pathologie cancéreuse curative qui sortirait du registre curatif, eh ben là, oui, il y a une vraie perte de chance. Par contre, être capable de l'évaluer, c'est extrêmement compliqué. D'accord, merci. Et une dernière petite question, donc pour en revenir justement aux résultats de l'enquête, est-ce qu'on a eu des résultats par spécialité médicale? On n'a pas fait de retraitement des données par spécialité médicale aujourd'hui. Il y a déjà un travail très lourd sur 3600 répondants. Voilà, donc on ne l'a pas fait. Après, on pourrait le faire si on avait des voilà, si on souhaite, s'il y a un vrai sujet, on a les données et on pourra le refaire euh, si besoin. Ok, très bien. Je te laisse continuer alors. Maintenant, parlons des masques et du matériel, parce que ça a été un élément extrêmement important dans cette crise. Alors déjà, on va partir des données factuelles de l'étude. C'est qu'il y a eu un manque majeur de protection. Et ce manque de protection, il a été dès le début, dès les premières semaines de la crise, hein.
83% des professionnels libéraux ont manqué de matériel, que ce soit des masques, des gels hydroalcooliques, des surblouses, des lunettes de protection. Et c'est à peu près la même chose à l'hôpital public. Pour votre information, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais nous, à l'hôpital, on nous a dit ne portez pas de masque, ça ne sert à rien. Et en fait, on nous a dit ça parce qu'on n'en avait pas assez. Je reviens sur l'établissement dans lequel j'exerce. On s'est battu avec la direction pour pouvoir avoir des masques et utiliser les masques en leur disant mais c'est à vous de vous débrouiller pour qu'on ait des masques. Mais nous, s'il y a 2 médecins d'entre nous, en fait, dans mon service de radiothérapie, si on était 2 à avoir été atteints du Covid, on aurait été obligés d'arrêter les traitements pour tous les patients du jour parce qu'on n'était plus assez nombreux. Donc il y a un moment, il faut quand même se rendre compte que les moyens de protection, si on les a pas et si on peut pas les utiliser, ça peut avoir des conséquences graves. Il y a un certain nombre de soignants qui sont décédés suite au Covid, suite à leur exposition professionnelle. Donc, et ça a été très vrai dès le début de l'épidémie. Mais en fait, j'ai envie de dire presque le pire, c'est que début mai, c'était encore le cas. Hein. Pendant l'étude, on a demandé aux soignants, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers, s'il manquait encore de matériel. Alors, il manquait un peu moins de matériel, mais clairement, il y avait un manque de matériel. Toujours un exemple, nous, pour avoir des surblouses pour traiter nos patients, pour que nos manipulateurs qui sont sous les machines, qui mettent les patients sous les machines, donc qui sont vraiment au contact physique avec les patients pour qu'on puisse faire le traitement de radiothérapie, nos manipulateurs, on a eu un stock limité au début sur les 2-3 premiers patients, on a pu les traiter, ils en avaient des surblouses, on n'avait plus de surblouses pour la suite, et impossible d'en avoir. Donc ça a été un vrai problème. Et finalement, c'est un peu, on vous envoie à la guerre sans fusil, quoi. Ou sans casque plutôt. Plutôt sans casque, parce que des armes, on en avait un peu, mais sans casque. Ce qui a impacté aussi sur la reconnaissance dont on parlera tout à l'heure. Donc voilà, il y a pas eu clairement pas une bonne gestion de ce matériel. Je pense que vous en êtes déjà tous conscients. Et ça a été d'autant plus choquant quand les masques ont été mis à disposition du grand public dans les centres commerciaux et les commerces, où les pharmaciens se battaient pour pouvoir avoir des masques pour leurs soignants, parce que c'était les pharmaciens qui délivraient les masques. Ils avaient un quota de masques et vous pouviez aller voir les pharmaciens pour qu'ils vous donnent quelques masques. Et en fait, pour avoir le retour des pharmaciens, ils se faisaient engueuler par les médecins ou par les autres soignants en disant mais comment ça se fait que j'ai pas de matériel ou que j'ai 3 masques pour une semaine. Et une semaine ou deux après, dans les centres commerciaux, on a vu arriver des millions de masques. Donc ça a été vraiment un élément qui a choqué les soignants. Euh, euh, voilà, sur le sujet des masques et du matériel. Je continue, David? Oui, tu peux continuer. Hop. Du coup, au-delà de ces problèmes de masse, ça a impacté aussi donc, la relation entre les médecins et leurs patients. Hein. En fait, on a déjà commencé à en parler tout à l'heure, mais le fait d'avoir diminué l'activité médicale de manière intense, ça fait qu'il y a tout un tas de patients qui n'ont plus leur suivi. Et, euh, et ça, en fait, c'est vrai quel que soit le type de structure, qu'elle soit publique. Hein. Il y a eu 48% des soignants qui ont eu des difficultés pour suivre leurs patients habituels qu'en libéral, où c'est 62%. Donc, ce n'est pas parce qu'en fait, il y a eu une augmentation de l'activité dans les hôpitaux, en fait, qu'il y a eu une augmentation d'activité dans tous les services. Dans la prise en charge du Covid, dans tous ceux qui étaient en prise en charge des patients Covid, où on a dû créer un hôpital dans l'hôpital, là, il y a eu une réelle augmentation d'activité. Dans les autres, il n'y a pas eu d'augmentation d'activité, voire une nette diminution.
il y a toute une partie, toutes des plans de consultation. Je vous disais tout à l'heure qu'en cancérologie, on n'a plus fait ou qu'on a fait en téléconsultation. Et c'est là qu'on constate que les téléconsultations vont aussi beaucoup plus vite qu'une consultation physique, hein. Mais on n'a pas non plus les mêmes informations. On ne peut pas recueillir les mêmes informations. Donc, ce n'est pas adapté pour toutes les consultations. Mais du coup, voilà, il y a tout un tas de patients en fait, qui ont été perdus de vue, soit parce que ce n'étaient pas des patients prioritaires, hein, et là on parle de tous les patients qui étaient suivis pour leur maladie chronique. C'est en diabéto aussi, on me racontait on voit arriver des patients avec des hémoglobines glyquées qu'on n'avait jamais vues, ou avec des plaies énormes, parce que en fait, les patients avaient peur de venir ou parce que les consultations ont été annulées, parce que ce n'étaient pas des patients entre guillemets prioritaires. Mais c'est extrêmement difficile dans ces situations de faire la part des choses entre les patients. En tout cas, 68% des médecins ont eu des difficultés pour suivre leurs patients. Et ça concerne près de 50% des patients, hein. Enfin, en tout cas, près de 50% des médecins ont eu plus de 30% de leur patientèle qui a été difficile à suivre. Voilà, ça reprend les questions qui ont été faites précédemment. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles questions. Alors, on a une nouvelle question. Lors d'une téléconsultation, quel type d'infos on ne récolte pas par rapport à une consultation normale? Est-ce qu'on a aussi des infos en plus? Alors, et ouais, il y a un premier truc que j'ai découvert avec la téléconsultation, c'est que le patient, pendant la téléconsultation, il n'est pas forcément à un endroit très pratique. Un exemple, une fois, j'ai eu un patient où c'est sa femme qui avait commencé là, c'était une téléconsultation, enfin, c'était vraiment un conseil, c'était téléphone uniquement, il n'y avait pas de visio à ce moment-là. Et on appelle chez eux, c'est la femme qui répond, et son époux, du coup, que je devais voir en consultation, il était en train de s'occuper des vaches. Donc, j'ai dû attendre 5 minutes que le patient arrive. Et clairement, il n'était pas dans une bonne disposition pour réussir à récolter toutes les informations que j'aurais voulu. Ce qui a dû m'amener à refaire une consultation. Donc déjà, il y a ce contexte-là où parfois vous avez un patient qui est dans la rue en train de faire ses courses. Ils sont pas, en fait, on s'imagine qu'ils sont dans leur canapé à vous attendre. Non, c'est pas forcément le cas. Du coup, après, donc ça c'est le premier truc, c'est le contexte qui est assez surprenant. La deuxième chose, c'est un interrogatoire. Vous pouvez le faire au téléphone, ça, il y a pas de problème. Par contre, quand vous faites des scorings, on utilise de plus en plus de nomogrammes, d'outils d'évaluation validés, d'outils de calcul pour savoir si le patient, ne serait-ce que pour évaluer la fonction urinaire d'un patient. Vous avez un score qui s'appelle le score IPSS et il doit remplir des cases. Et au final, quand le patient vient en consultation physique, il le remplit lui-même et puis après, on va rediscuter du score. Là, on est au téléphone, on est en train d'essayer de lui expliquer. Parfois, il entend bien, parfois, il n'entend pas bien. Et du coup, c'est pas toujours simple et ça prend énormément de temps. Donc tous ces outils d'évaluation, de calcul, c'est pas hyper pratique. Et puis, il y a des scores comme le MMS, même quand vous êtes avec la visio et que vous voulez demander au patient de le remplir ou de vous lui montrer des choses et qu'il doit répéter. Vous ne savez pas s'il répète pas bien parce qu'en fait, il n'a pas bien vu, parce que c'est trop petit sur son écran ou parce qu'en fait, il a un problème médical derrière. Donc, il y a des évaluations comme ça qui sont plus complexes. Et puis, il y a l'examen physique. L'examen physique est central aujourd'hui dans la médecine française. Quand vous avez une surveillance d'un cancer du sein et que vous voulez palper le sein pour voir s'il y a une masse, c'est impossible à faire par visio ou au téléphone. Quand vous avez un patient qui a des problèmes cardiaques, il faut du matériel spécifique pour pouvoir faire une auscultation à distance. Et la majorité des patients ne sont pas équipés ou ne sont pas à un endroit où
où ils ont l'équipement adapté pour pouvoir réaliser ce type de suivi. Alors, j'ai encore une petite question qui vient d'être posée dans le chat, qui concerne plus ton ressenti et celui de tes confrères et consoeurs. Les professionnels de santé se sentaient-ils en danger lorsqu'ils traitaient leurs patients, surtout compte tenu du manque de moyens? Ben, ça, je propose d'y répondre un petit peu plus tard parce qu'on a demandé, on a demandé en fait quel impact ça avait eu sur les soignants dans leur vie perso, et en fait, ça va permettre d'y répondre très clairement. Ok, très bien. Donc, je continue. On arrive justement en fait à l'impact familial des professionnels de santé et des risques. Il faut, il faut En fait, c'est une maladie qu'on ne connaît pas, hein. Il y a eu plein d'hypothèses, il y a eu plein de connaissances scientifiques qui sont arrivées très brutalement en venant de partout dans le monde, hein, des données qui venaient de Chine, des données qui venaient des États-Unis, des données qui venaient d'autres pays, d'Inde, d'Europe. Euh, Vous l'avez vu comme nous, en fait, on a l'impression qu'on a appris en marchant, quoi. Il y avait des recommandations qui sortaient tous les jours et qui faisaient évoluer tous les jours. Et d'ailleurs, notre équipe de 360 Medix a fait des applications, des outils pratiques sur le Covid qu'on mettait à jour, parfois même plusieurs fois par jour parce que les données évoluaient. Et elles ont cartonné dans l'application parce que les soignants, on était tous perdus. En fait, personne ne savait ce qu'il fallait faire. Et voilà, on apprenait au fur et à mesure. Euh, donc, vraiment, c'est comme on était en train de découvrir, tout le monde s'est protégé au maximum. Et là, on a eu vraiment des pratiques très différentes, mais quand même des pratiques où tout le monde a essayé de se protéger. Donc, ça a été des professionnels qui se décontaminent, qui décontaminent leurs effets personnels en rentrant à leur domicile. Il y a un hôpital à Avignon où les médecins, finalement, ils passaient un vestiaire pour prendre une tenue qui changeait tous les jours. Donc ça, c'était déjà des adaptations dans les services, mais même leurs effets personnels, la majorité en fait des soignants décontaminaient ensuite leurs effets personnels. Les gestes barrières ont été appliqués de manière assez stricte pour la moitié des soignants. Chose aussi importante, c'est qu'ils ont la distanciation sociale a été faite aussi au sein des familles. Souvent, en fait, ce qui se passe, je pense, dans vos vies respectives, la distanciation sociale, elle était respectée avec les autres. Elle était respectée avec les tiers, mais tous ceux qui étaient sous votre toit ou avec qui vous partagez le toit, vous ne gardiez pas de la distanciation sociale, très probablement pour la grande majorité d'entre vous. Alors que là, chez les soignants, 41% des soignants ont garder ces distanciations sociales, même avec les membres de leur famille. Et il y a même une partie de ces soignants qui ont résidé à l'écart de leur famille. Là, j'ai l'exemple d'un réanimateur lyonnais qui avait sa femme et ses enfants euh, qui sont partis vivre ailleurs pendant les 2 mois de confinement. Franchement, c'était hyper dur et hyper long, hein. Donc, il y a vraiment eu un impact énorme et une vraie crainte, une crainte pour soi, parce qu'on a eu des soignants qui sont morts du Covid parce qu'ils ont pris en charge ces patients-là, et une crainte pour nos familles, ceux qui nous accompagnent et nous soutiennent au quotidien. Ouais, il y a vraiment eu un impact important. Euh, Évidemment, hein, l'anxiété voilà, liée à cette maladie a touché. On, on- on est déjà dans un contexte compliqué. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous ont déjà vu les baromètres qu'on remonte tous les ans sur le moral des soignants. Euh, et, euh, et depuis plusieurs années, on est dans une situation compliquée. Depuis plusieurs années, au moins plusieurs mois, il y avait déjà des gros problèmes aux urgences, aussi bien sur le plan organisationnel que sur le plan moral des soignants. Et cette épidémie
ne comprend pas, enfin, où on l'a comprise au fur et à mesure. Et, là, c'est été source de stress et d'angoisse, certes, pour les patients et tout, et toutes les citoyens, parce qu'on n'est pas tous patients. Mais chez les soignants, ça a eu un impact important sur des soignants qui ne sont pas en grande forme au départ. Donc, on n'est pas très surpris de remarquer que 66% des soignants ont une lassitude morale, une fatigue physique, une anxiété, un stress ou du trouble du sommeil. Ça a amené même près un peu moins, enfin, on va dire un peu plus que 25% d'entre eux à prendre des traitements. Euh, bon, euh, c'est on espère que ces éléments vont être pris en compte avec ce qu'ils appellent le Ségur de la santé, mais c'est pas les applaudissements qui vont améliorer ces éléments-là, même si ça a permis une cohésion du pays qui était assez intéressante. Voilà, donc ce qui est à retenir sur l'impact sur la vie personnelle des soignants, c'est 94% des professionnels déclarent avoir eu un impact sur leur santé et sur leur bien-être personnel, avec plus de la moitié qui ressentent une fatigue physique, morale, une anxiété, du stress ou des troubles du sommeil. Voilà, donc c'est sûr on ne peut pas dire que les soignants, en sortant de cette crise, vont sortir détendus. Mais après, je ne pense pas non plus que ce soit enfin, je pense que c'est le cas de toute la population française et même mondiale. Pas de questions pour le moment, Grégoire, je te laisse continuer du coup. Est-ce que les soignants ont trouvé que leur investissement a été reconnu à juste valeur? Alors, au regard des autorités, hein, on ne parle pas au regard des patients. Euh, euh, je parlais des applaudissements il y a quelques minutes, mais vraiment du côté soignant, moi je trouvais que je trouvais ça génial comme ce que vous avez fait. Après, vous avez vu, hein, il y a un certain nombre de soignants qui étaient vraiment au front, et je pense que cela le méritait. Des personnes comme moi où pas l'impression d'avoir mérité ce type d'applaudissements. Je pense qu'ils ne m'étaient pas dédiés, en tout cas. Mais en tout cas, je trouvais ça très bien qu'on soit tous. Ça montrait finalement une solidarité euh, entre nous tous pour lutter contre cette pandémie. Par contre, ce qu'on attend maintenant, c'est que les doléances qui ont été portées depuis des années et des années et des années aux autorités de santé, que ces doléances, elles soient entendues. Et les doléances, c'est pas donnez-nous une médaille. En fait, on voit bien qu'en fait, la santé, tout le monde dit que c'est important, mais dans les faits, bah, voilà, il y a rien qui change. Les soignants, ils ont dit 89% d'entre eux estiment que leur investissement n'est pas reconnu à leur juste valeur par les autorités. Quand on voit, je vous parlais tout à l'heure du service de réanimation, l'anesthésie-réanimation, ils ont tout arrêté l'anesthésie, ils ont bossé au moins autant, voire beaucoup plus que quand il n'y avait pas le Covid. Et au final, ils ont juste une perte sèche de revenus. C'est choquant en fait. Je ne suis pas sûr qu'il y a d'autres métiers, d'autres lieux dans lesquels ça se ferait. Je trouve ça extraordinaire dans le métier du soin qu'on soit capable de faire ça et sans regarder. Mais par contre, c'est le rôle des autorités de dire attendez, nous on a vu ce que vous avez fait, bravo, on vous remercie et de prendre les choses à la hauteur. C'est le moment que les autorités, on voit que dans les urgences, on a des patients qui meurent sur des lits dans des urgences parce qu'on n'est pas en capacité de leur donner les soins qu'on devrait donner, qu'on voudrait donner. On n'est pas en mesure de le faire. C'est juste pas tenable. Il y a un moment,
il y a un moment, le dogme de l'efficience où on veut faire toujours plus avec enveloppe constante, il va falloir à un moment le faire sauter. C'est pas possible. On a des patients qui sont de plus en plus âgés, plus en plus polypathologiques. On attend une excellence de plus en plus élevée des soins. Euh, et c'est pas possible de faire ça à enveloppe constante. Euh, c'est sûr qu'il y a des outils qui se développent pour aider le soignant, pour que dans sa pratique quotidienne, il soit plus performant et c'est sûr que les soignants, ils les utilisent, ils les prennent ces outils. Mais par contre, c'est pas, enfin, c'est une partie de la réponse, mais ça ne peut pas être la totalité de la réponse. Donc voilà, la reconnaissance, non, de la part des autorités, il n'y a aucun signe aujourd'hui, ce n'est pas le Ségur de la santé en tout cas, qui va régler a priori le problème, parce que le dogme, qui est le dogme de l'efficience, hein, l'efficience c'est faire mieux à enveloppe constante, à budget constant, bah, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et on est arrivé au bout d'un système. Et donc, ça serait bien que l'impact au moins de cette épidémie nous permette de nous rendre compte que ce système, il faut le faire évoluer, que ce dogme, il faut le faire évoluer pour donner aux soignants les moyens de prendre soin comme ils l'entendent, parce que c'est comme ça que les patients l'attendent. Et c'est normal. Alors, Une Grégoire, question? on a quelques petites questions. Alors, je sais que tu arrives sur la dernière slide. Est-ce que tu préfères qu'on les voit tout de suite ou bien que tu conclues? Bah, vas-y, pose les questions. Ça marche. Alors, tu parlais des établissements privés qui avaient pris en charge les patients Covid dans certaines régions sans contrepartie. Est-ce que tu voulais parler de la rémunération du professionnel de santé ou celle de l'établissement? Pas de T2A correspondant à cette prise en charge. Alors, oui, je parle des professionnels de santé parce que les échos que j'ai eus de certaines cliniques, c'est qu'en fait, avec le chômage partiel, les établissements, ils s'en sortaient. En fait, ils avaient mis dans sa place du chômage partiel ils avaient les moyens de payer de payer les équipes. Par contre, là, les médecins libéraux qui exercent dans une clinique, eux ont pas de cotation et du coup ont des revenus qui sont nuls ou quasi nuls, hein, alors que l'intensité du travail et l'adaptation qui a été demandée et le niveau d'excellence qui était attendu et qui a été mis en œuvre était extrêmement important. Et ensuite, merci Grégoire. On a ensuite deux questions qui se rejoignent un peu. Alors, les professionnels de santé ont-ils eu le sentiment d'avoir été soutenus par l'industrie pharma pendant la crise? Et qu'est-ce que les laboratoires peuvent apporter donc aux professionnels de santé dans cette période post-Covid? Alors, du coup, il y a deux questions. La première, c'est est-ce qu'on on a eu un sentiment de soutien? Moi, j'ai le sentiment que les laboratoires ont été dans leur rôle à investir énormément dans la recherche pour trouver des nouveaux médicaments. On a entendu parler de vaccins, on a eu une multitude d'études qui ont été mises en œuvre, mises en place. Et voilà, c'est le cœur de métier de l'industrie pharma. Donc, de mon point de vue, et ça, c'est que mon point de vue, je pense qu'ils ont été visibles comme des acteurs investis contre cette pathologie. La deuxième partie dans la deuxième partie de cette question-là, c'était est-ce que ils ont aidé est-ce qu'il y a eu Qu'est-ce que l'industrie peut apporter aux professionnels de santé dans cette période post-Covid? Alors, là-dessus, j'ai une idée assez claire parce que finalement, ce qu'on a vu avec le Covid, et ça va en fait avec les adaptations des pratiques, c'est que les soignants se sont mis à faire plus de digital et que du coup,
quand notre équipe a fait des contenus pratiques, digestes, vraiment des contenus consommables sur le Covid, ça a cartonné. Nous, en fait, on l'a fait juste parce que c'est notre job, c'est d'être au service des soignants pour que les soignants aient tous les outils pour être dans l'excellence. Donc nous, en fait, ce qu'on a réussi à faire dans cette période-là, c'est finalement rendre juste consommable l'information dont avait besoin le soignant. Et moi, je crois vraiment que l'industrie a vocation à être un partenaire du soignant en lui donnant les outils pratiques qui vont lui permettre d'être plus performant. Les soignants ont des tonnes d'idées, donc si vous voulez chercher à puiser des idées, les soignants ont plein d'idées. Et en fait, dans nos métiers, on a énormément de points d'amélioration, des choses qui sont des petits outils pratiques, comme je pense à ce qu'a fait une société savante sur les opioïdes pour convertir un opioïde rapidement. Bah, il y a des petits outils qui peuvent être faits comme ça, qui sont très pratiques et qui vont nous aider dans notre pratique quotidienne, et où l'industrie pharmaceutique est extrêmement légitime pour développer ce type d'outils. Je pense à un autre outil qu'on avait fait qu'un laboratoire avait fait sur notre plateforme pour aider au bon usage du médicament, où on remplit juste l'algorithme pour savoir si je prescris bien le médicament à la bonne personne, dans les bonnes conditions, si j'adapte bien la dose ou pas, ou pour donner des informations extrêmement digestes, en fait, vraiment consommables tout de suite sur une pathologie, sur une prise en charge. Vraiment, c'est ce qu'on a vu là avec le Covid, quand on a repris toutes les sources gouvernementales qui étaient extrêmement difficiles à digérer, quand il fallait trouver l'information qui vous concernait spécifiquement pour vos patients spécifiques dans la masse d'informations qui arrivait en plus de manière très rapide. C'est juste impossible pour le soignant. Donc là, par contre, réussir à apporter en fait les contenus consommables tout de suite, c'est là que l'industrie doit pouvoir être partenaire et pas et non seulement un partenaire pour notre formation, pour apprendre des nouvelles choses, mais aussi un partenaire pour nous aider en fait à faire mieux. Je crois qu'à partir du moment où on a tous le même objectif, et c'est-à-dire que les patients aient les meilleurs soins, si on se met tous à bosser ensemble, c'est là qu'on crée les meilleures relations et c'est là qu'on arrive à avoir les meilleurs résultats pour nos patients et chacun y gagne dans la chaîne de valeur. D'ailleurs, pour en revenir sur cette dernière question de ce que l'industrie pharma peut apporter aux professionnels de santé, c'est un sujet d'ailleurs que nous aimerions aborder dans un prochain webinaire. Donc, restez à l'affût sur LinkedIn pour en savoir plus dans le prochain webinaire. Alors, j'ai une petite question qui vient d'être posée qui est assez intéressante. Comme vous l'avez décrit, la digitalisation s'est accélérée pour les professionnels de santé. Quelle est selon vous la principale problématique de la digitalisation du parcours de soins? Alors, si vous regardez comment est organisé notre système de soins, en fait, il y a une multitude de parcours. Et dans la multitude de parcours, il y a une multitude d'outils. Et en même temps, vous pouvez avoir un intervenant dans un parcours A qui sera aussi un intervenant dans un parcours B qui n'ont strictement rien à voir. Et l'intervenant, il va devoir avoir les outils A et les outils B accessibles aussi facilement. Je prends un exemple. Le cardiologue, dans le parcours de soins de l'infarctus du myocarde, il a tout un tas d'outils dont il va avoir besoin. Mais il va aussi intervenir, ce même cardiologue, moi je vais le solliciter dans mon parcours de prise en charge de cancer de prostate, le mec que je vais mettre sous hormonothérapie. Rien à voir. C'est pas du tout le même parcours, c'est pas la même expertise que moi j'attends par rapport à celle que mon patient attend par rapport à ce que le patient qui a un infarctus attend. Et
on sait très bien que on a déjà des multitudes d'outils et rajouter un outil et un outil et un outil, c'est très compliqué. Du coup, en fait, aujourd'hui, moi j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui se développent par vertical, par parcours de soins. On explore chaque parcours de soins en disant comment je peux améliorer mon parcours de soins. Mais sauf que à chaque fois, ça va demander en fait aux soignants de s'adapter au parcours A, puis au parcours B, puis au parcours C. Heu et du coup, d'utiliser des outils spécifiques à chaque parcours et il ne le fera pas sur tous les parcours, c'est pas possible. Il le fera peut-être sur le parcours qui est son cœur de métier, mais pas le reste. Heu et du coup, quand il fera partie d'un parcours, qui est pas son cœur de métier, il risque de le freiner, de diminuer, de diminuer l'efficience de ce parcours de soins. Heu et du coup, moi, ce qui me paraît important, c'est d'avoir vraiment une vision globale en disant comment on peut servir le soignant euh, dans sa vie quotidienne. Et finalement, regarder comment est sa journée et vraiment se dire, mais comment je peux l'aider quoi. Et une partie de la réponse, de mon point de vue, c'est de centraliser tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses avant de faire 360, il y a beaucoup de choses qui existaient déjà sur le web, disponibles. euh, et en fait, les gens ne les utilisent pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tellement long d'aller le trouver, d'aller le chercher, que en fait, vous ne l'utilisez pas. Donc, si vous avez l'outil génial pour l'infarctus, et puis l'outil génial pour l'hormonothérapie, puis l'outil génial pour l'AVC, eh ben, c'est très bien. Mais en fait, si vous ne centralisez pas tout, en fait, on n'arrivera pas à créer assez de valeur pour le soignant pour que lui puisse s'investir à fond dans chaque parcours euh, et permettre une digitalisation optimale de ces parcours. Merci Grégoire. Je te laisse conclure sur la dernière slide. Ouais, en tout cas, merci pour ces questions hyper pertinentes. Ce que vous pourrez retenir de ces quelques minutes d'échange, c'est que le Covid, oui, vous le saviez déjà, ça a eu un impact majeur sur les professionnels de santé, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers. Les hospitaliers ont bossé plus parce que c'est là qu'il y a eu le Covid qui a été pris en charge, que les principaux patients ont été pris en charge. Et les libéraux, ça a été l'extrême inverse. Euh, Toujours est-il que tout le monde s'est adapté pour essayer quand même de prendre en charge au mieux les patients, même si on craint qu'il y ait un certain nombre de patients qui ne soient pas venus nous voir ou qu'on n'ait pas pu suivre normalement. Donc, on va voir dans les prochaines semaines comment ça va se traduire. Euh, euh, sur les conditions d'exercice, les soignants ont été très déçus par le manque de matériel. Ils ont vraiment subi un manque de matériel de manière très importante. Et ça fait qu'en fait, ils ont énormément de mal à croire que les autorités de santé se rendent compte que l'investissement qu'ils ont fait pour leurs patients euh, était réellement important. On a l'impression que l'autorité de santé ne s'en rendent pas compte, même s'ils ont essayé de faire des gestes de communication importants, mais dans les faits, on a du mal à y croire. Voilà, cette épidémie, cette pandémie a eu en effet un impact très important sur le moral des soignants, sur 94% des soignants, euh, et très probablement aussi sur les patients. Euh, voilà ce qu'il faut retenir de cette étude. Et j'ajoute un petit mot de nous, notre expérience personnelle, donc chez 360 Medix, de cette crise du Covid, c'est que les soignants ont besoin d'informations consommables. Euh, on est déjà parti un peu dans ce sens-là, mais là, c'est vraiment criant. Ce dont ils ont besoin, c'est de l'info qui soit consommable, des outils pratiques qui vont les aider à être plus performants. Et quand vous vous posez la question comment aider les soignants, allez les voir sur leur terrain et demandez-leur quels outils vous pourrez leur mettre dans les mains pour leur permettre d'être plus performants.
Et en plus, vous serez au cœur de leur pratique quotidienne au moment où ils prennent en charge le patient et vous serez vraiment dans leur quotidien. Merci. Merci beaucoup Grégoire pour cette présentation. Merci à toutes et à tous pour votre participation, pour vos questions. Comme vous avez pu le comprendre, 360 Medix est donné pour mission d'accompagner au quotidien les soignants, d'être à leur côté dans leur exercice pro et on est très fiers aujourd'hui d'avoir une communauté de plus de 250 000 soignants dans le monde. Sachez que 360 Medix donc, propose des stratégies digitales éthiques, qualitatives, mais surtout ultra ciblées pour diffuser vos messages dans le meilleur des contextes auprès de notre communauté. Mais nous pouvons également vous aider à mieux connaître leurs besoins, comme a pu le dire très justement Grégoire. On a d'ailleurs mis en place pas mal d'opérations spéciales pendant cette crise du Covid liées au contexte et on pourra vous présenter en face à face, enfin surtout en visio en ce moment, et même vous faire des propositions entièrement spécifiques à vos besoins. Voilà, pour ça, rien de plus simple. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, vous pouvez nous envoyer un email si vous avez déjà notre email ou prendre rendez-vous via le lien Calendly que j'ai indiqué dans le chat. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Le webinaire est maintenant terminé et je vous souhaite une très bonne soirée.